Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir Néné Mbodj. Il est enseignant-chercheur en philosophie de la communication à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Der. Je salue tous ceux qui vous suivent dans le pays et dans le monde actuellement et en ces moments-là. Merci. Alors l'information de la soirée, c'est le verdict entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko est condamné à 6 mois de prison assorti du sursis et la confirmation des 200 millions de francs CFA à payer à Mame Mbaye Niang. Quelle appréciation est-ce que vous faites de ce verdict? L'appréciation que je fais de ce verdict, c'est que c'est surtout pour tous ceux qui croient à la démocratie, et tous ceux qui tiennent à une opposition forte dans un pays. Les deux paramètres-là. Pour tous ceux qui croient à la démocratie, pour tous ceux qui veulent défendre la démocratie, pour tous ceux qui aiment voir dans un pays dit démocratique une opposition forte, qu'on dédramatise et qu'on reste positif. Qu'on dédramatise et qu'on reste positif parce que nous sommes convaincus que nous avions un pays qui s'appelle le Sénégal. Et dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, nous avions des juges qui sont objectifs et des juges qui sont impartiaux. Nous dédramatisons, nous continuons à le croire. Nous continuons à le croire parce que ces juges qui sont chez nous, ces lois qui s'appliquent chez nous, ne viennent pas d'ailleurs. Les juges viennent de nos familles, ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont des gens avec lesquels nous avions fait la même école. Nous sommes convaincus que nous avions les mêmes préoccupations pour un grand Sénégal et un Sénégal meilleur. Pour tous ceux qui croient à la démocratie, pour tous ceux qui ne défendent qu'une opposition forte, dédramatisons et continuons à croire que une opposition forte est encore possible. Parce que celui qui incarne l'opposition forte dans ce pays, en ce moment-là, qui s'appellerait Ousmane Sonko, heureusement pour ceux qui y croient, parce que dans ce pays, on a tendance maintenant à éliminer les opposants, pour tous ceux qui y croient, heureusement pour nous, n'a pas été attrait pour une affaire de crime. Ça, c'est important. Heureusement pour ceux qui tiennent à une démocratie et pour ceux qui y tiennent à une opposition forte, il n'a pas été condamné sans sursis. Heureusement pour ceux qui tiennent à la démocratie et heureusement pour ceux qui tiennent à une opposition forte, il n'est pas tombé sous le coup de l'article L29 et son point 3, condamné à plus de 5 ans et avec sursis, heureusement. Et je dis, continuons à croire qu'un pays normal, un pays d'une démocratie, une démocratie sérieuse, ne doit pas continuer à se passer comme elle se passe dans ce pays-là et depuis un certain temps. On ne peut pas gouverner dans un pays et la démocratie n'est pas à sens unique. La démocratie, dans la démocratie, les paroles sont plurielles. Dans la démocratie, il n'y a pas une seule voix. Dans la démocratie, il n'y a pas une seule tendance. Il faut qu'on accepte et il faut qu'on fasse tout pour défendre ces facettes de la démocratie, ces principes de la démocratie. Moi, je crois fondamentalement que dans ce pays-là, et depuis un moment, on est en train d'abuser sur les principes de la démocratie. On n'est pas en train de défendre assez le Sénégal. On n'est pas en train de booster, de protéger, de montrer une belle image du Sénégal. Alors, qui de l'opposition ou du pouvoir abuse ou c'est dans les deux camps? Ce que vous dites comme ça, qu'il y a cet abus. Oui, vous savez, depuis 2012 surtout, les oppositions fortes ont cessé d'exister dans ce pays. Parce que celui qui a pris le pouvoir en 2012, la première parole antidémocratique, l'une des premières paroles antidémocratiques qu'il tient, c'est de dire que je réduirai notre opposition à sa plus simple expression. Et ça, c'est grave. Dans un pays comme le Sénégal, où nous avions une tradition démocratique, où nous croyons-nous à ce genre de combat démocratique et politique, parce que nous sommes convaincus que sans ça, la politique n'a pas de sens. Dans la vérité, dans un pays,
la richesse d'une démocratie dans un pays et l'utilité de tous les citoyens dans un pays, c'est dans la confrontation. Et une confrontation saine, bien évidemment. Donc, quand dans un pays, vous venez, vous êtes élu au pouvoir, l'une des premières paroles fortes que vous communiquez, c'est dire aux gens que je réduirai ces gens-là à leur plus simple expression. Ça, c'est une mission trahie en avance. Je crois qu'il faut qu'on se débrouille davantage. Il faut que tous les citoyens acceptent que nous sommes dans une démocratie. Et la démocratie a ses principes. La démocratie a ses principes. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de fausser un débat. Et on est en train de passer à côté de la plaque. Mais on se focalise trop sur des histoires de tribunal en oubliant qu'il est question d'opposition. Et quelle que soit la personne qui devait être à sa place là, si il n'est pas, surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout l'article L29. L'article L29 attire surtout notre attention sur le premier terme en disant que celui qui ne doit pas être inscrit sur la liste électorale, c'est celui-là qui a été condamné pour crime. Ça veut dire que la démocratie, elle est très sérieuse. C'est pourquoi j'ai dit, dédramatisons, restons positifs, parce que celui que nous croyons incarne, qu'il incarne la vraie opposition dans ce pays-là, n'a pas été attrait à la barre ou au tribunal pour crime. Et ça, c'est important. On ne s'amuse pas avec la démocratie. Mais ce sera le cas pour le 16 dès la semaine prochaine. Bon, le 16 aussi, c'est dans la même logique. Mais d'ailleurs, moi, franchement, je vais vous dire ce que je pense. Moi, ce que je pense, ce n'est pas une affaire de tribunal. Ce que je pense, ce n'est pas une affaire de 8, de 9 ou de 60. Moi, ma conviction est que le 8 ne devait même pas être une date des annales politiques du pays. C'est ça ma conviction. Pourquoi? Parce que moi, je crois que si vous, DER, en tant que ministre des technologies de l'information et de la communication, si quelqu'un, un seul citoyen du pays, votre frère, vous accusez d'avoir détourné le DER honnête, l'image du DER honnête voudrait que DER montre à tous les Sénégalais que celui-là qui se prononce, c'est dans le bien du Sénégal. Il aurait voulu que l'on ait une gestion sobre et transparente. Moi, DER, c'est à moi d'amener les preuves. C'est à moi de dire, franchement, chers compatriotes, voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas fait. Le premier argument. Le deuxième argument, c'est que dans cette histoire de Prodac, c'est le contraire qui devait se passer. J'ai dit, les décrets, on doit les surveiller. Les décrets méritent d'être surveillés. C'est pourquoi je l'ai dit. En 2000, d'abord le texte de référence de Prodac, ou ce qu'on pourrait appeler le texte servant de plan de communication stratégique. Dans ce texte-là, vous savez ce qui est dit? Dans ce texte-là, il est dit ceci. 3 choses qui me paraissent essentielles et sur ces 3 choses-là, ces 3 choses-là mériteraient que tout ce qui est Prodac soit amené au tribunal. Parce que c'est notre argent, nous les citoyens. Il est dit dans ce texte de référence, le Prodac a promis que dès la première année de gestion, ils feront 130 milliards de chiffres d'affaires pour les Sénégalais. Deuxièmement, ils disent, dans le texte de référence, pour la première année, ils donneront ou fourniront aux Sénégalais 500 000 tonnes de produits agricoles. Ils disent, dans ce texte de référence, dans les 5 ans de gestion, ils donneront aux Sénégalais 300 000 emplois. Vous savez, un pays, ce n'est pas un jeu. On ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça. Je crois que le débat devait être orienté vers ça. Parce que, 1, les décrets, il faut les surveiller. 2, et ce qui est surprenant, moi, je n'aurais pas aimé voir un Mambaïna à la tête de cette organisation. Je n'aurais pas. Parce que quelqu'un qui est dans les aviations ne peut pas de façon miraculeuse aller gérer une affaire aussi sérieuse que l'agriculture, le domaine agricole. Moi, je crois qu'en âme et conscience, c'est là où le débat... Qui était logé, à l'époque, rappelons-le, au ministère de la Jeunesse. Mais ce n'est pas sérieux. Parce qu'on a tellement de compétences dans ce domaine-là. La question que je me suis posée maintenant, et je me pose toujours, c'est à quoi, qu'est-ce que nous rapporte, nous, peuple du Sénégal, un tribunal sur tu as été épinglé ou tu n'as pas été épinglé. Est-ce qu'il ne faudrait pas, qu'il ne fallait pas mieux nous dire où sont les 130 milliards de chiffres d'affaires qui ont été promis? Ce chiffre d'affaires-là est passé où? Où sont les 300 millions d'emplois qui ont été promis aux Sénégalais? Moi, c'est ça qui me choque dans cette histoire-là. Sous ces tropiques-là, on ne peut pas continuer à gérer comme on veut, si tranquillement, si froidement, comme si on continuait à s'amuser de notre avenir. Mais professeur également soulignait qu'en tant qu'un Sénégalais
qui s'est senti diffamé, que le ministre avait tout à fait le Je droit suis d'accord. de rester Je suis d'accord. en justice. Je suis d'accord. Et juste rappeler également que pour les fonctions civiles et militaires, c'est à l'appréciation du président de la République. Absolument. Mais j'ai dit que les décrets, si vous nommez quelqu'un, c'est pour le surveiller après. Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, si vous nommez quelqu'un, c'est pour le surveiller après. Si vous investissez de l'argent, c'est pour surveiller après. On ne peut pas continuer à ne pas surveiller, on ne peut pas continuer le même tintamarre, le même faux management depuis quand? Et le problème du Sénégal, c'est ça. J'ai dit tout le temps qu'il est facile de développer un pays. Pour développer un pays, il suffit simplement de ne pas prendre l'argent d'autrui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si on nous demandait, si on nous disait où sont passés nos 29 milliards, je crois que le débat là serait plus important que le débat-ci. Ce débat-là est trop personnel. Alors, juste, vous avez rappelé par rapport au président de la République, après son élection, qu'il avait dit qu'il allait réduire à sa plus simple expression l'opposition. Et là, nous sommes en une période où il appelle à un dialogue national. Quelle est votre appréciation, vous, juste au moment où aussi la majorité perd un ténor, en la personne de Idrissa Seck qui quitte la majorité? Vous, quelle est votre appréciation de cette situation? Vous savez, au Sénégal, on dit que le Sénégal est un pays de teranga. Nul Sénégalais ou aucun Sénégalais n'appellera quelqu'un à un dialogue et qu'on apprécie en disant, dans un premier temps, qu'il ne faut pas dialoguer ou le dialogue n'est pas bon. De toutes les façons, le fondement de nos sociétés, c'est grâce au dialogue qu'on en est ici. Vous et moi devant une télé. On a le fondement, c'est un principe de la société, dialoguer. Et la trajectoire politique du Sénégal a montré suffisamment que les Sénégalais sont des gens de dialogue. Mais le Sénégal a un passé politique. Celui qui appelle au dialogue a un passé politique dans ce pays-là. Et il n'est pas tolérant. C'est ça la vérité. Celui qui appelle au dialogue n'est pas tolérant. Et dans nos sociétés, on ne peut pas ne pas être tolérant. Si on est intolérant, on ne peut pas appeler au dialogue. Si vous cliquez son nom et l'intolérance, vous verrez le vocabulaire que ça donnera. C'est effarant. Zéro tolérance. Dans tous les secteurs et dans tous les domaines, il a l'habitude de répéter ça. Ça, c'est un. Deuxièmement. Est-ce que aussi ce n'est pas de la politique quand ils disent zéro tolérance alors qu'on sait qu'à côté il y a beaucoup de choses où on ferme les yeux? Je rappelle. Continuez, le dialogue, poursuivez, oui. c'est extraordinaire. Dans le savoir, dans le débat, ce qu'on espère des sociétés démocratiques, c'est le dialogue. C'est le pilier de la démocratie ou de la vie humaine. Mais j'ai dit, le dialogue, on ne l'invente pas. On définit les acteurs. En général, un bagarreur n'appelle pas au dialogue. On appelle, un médiateur appelle le dialogue à sa place. J'aurais eu mal, j'allais être content en voyant un autre appeler à sa place au dialogue. La société civile, les marabouts, qu'ils soient catholiques ou musulmans, les amis du Sénégal. C'est peut-être le timing, mais Barthélémy Diaz, par exemple, également connu pour ses positions tranchées, a plusieurs fois appelé le président au dialogue. Et il l'a d'ailleurs appelé. Barthélémy a été toujours constant. Le dialogue, le Sénégal, ce n'est pas la première fois que le président en place appelle au dialogue. Le dernier dialogue en date, je dis souvent que c'est le dialogue de Bujumbura. Le président qui avait l'habitude, malheureusement, heureusement, il a changé pour nous, qui avait l'habitude de voyager et à partir des masses médias d'ailleurs, de communiquer ce qu'il fera du Sénégal. Dans le dialogue de Bujumbura, c'est le même schéma c'est le même schéma et presque le même agenda qui continue. Dans le dialogue de Bujumbura, c'est pourquoi j'ai dit, moi, le dialogue là, je n'y crois pas du tout. Parce que le dialogue de 2019 était trop sérieux. Et dans les conclusions du dialogue, Karim y était. Mais malheureusement, sa situation a été maintenue. Khalifa y était. Pourquoi? Mais malheureusement, sa situation a été maintenue. Dans ce dialogue, on dit arrêter le parrainage. La CEDEAO, parce que nous appartenons à des textes au niveau international, au niveau de la sous-région, au niveau africain, l'ensemble des points là, aucun de ces points, et qui constituait le fondement de ce dialogue-là, aucun de ces points n'a fonctionné. Et ce qui m'a toujours choqué dans ces histoires de dialogue, c'est l'argent, tout le temps, qu'on dépense et sans rien. Parce que ce dialogue-là de Bujumbura, nos experts nous ont coûté au minimum 200 millions de francs CFA. Et ce qui est extrêmement grave. Mais ce qui m'a poussé surtout à dire que je n'y crois pas du tout et que ce dialogue-là est insensé, dans ce pays-là d'air, franchement, dans ce pays-là,
on emprisonne trop. Trop de gens sont en prison. Et on ne peut pas appeler au dialogue sans pour autant montrer la voie ou l'exemple ou la confirmation qu'on tient sérieusement à ce dialogue-là. Mais justement, c'est l'occasion, il y a un minimum. C'est l'occasion de discuter de cela parmi d'autres points lors de ce dialogue. Je suis d'accord, mais les principes du dialogue sont déjà faussés. Un bagarreur ne peut pas se permettre d'appeler les gens au dialogue. Vous ne pouvez pas, excusez-moi de l'expression, casser ou briser la mâchoire des gens chaque matin et chaque soir après, et se permettre de dire qu'il est dialoguer. De toutes les façons, la démocratie, ce n'est pas une histoire de la démocratie, c'est une histoire de transparence. C'est surtout une histoire d'altérité, d'altérité et de respect. Parce que je suis convaincu que ces marrons qui sont au pouvoir, s'ils subissaient la même pression d'un Abdoulaye Wade qui était assez aguerri pour les faire souffrir, s'ils avaient la même pression, jamais ils n'allaient accéder au pouvoir. Abdoulaye Wade avait un respect pour les opposants. Beaucoup de respect. Parce que la sécurité, même la sécurité personnelle de ces Sénégalais-là, c'est lui qui les gérait. Donc il faut qu'on revienne à cette forme d'orthodoxie du Sénégalensis qui a tendance à dire, moi Sénégalais, je suis tolérant, moi Sénégalais, je suis un homme de teranga. Mais au fur et à mesure, on a tendance à se lâcher comme si on n'était pas une nation. Et la nation, il faudra justement défendre cette idée-là. Le dernier virage de cet entretien, avec le temps malheureusement qui nous est imparti, qui nous rattrape globalement, le regard que vous jetez sur la presse, les médias, la liberté d'expression de manière plus générale et cette communication que l'on voit actuellement sous le prisme des réseaux sociaux. C'est normal que... Vaste sujet, mais qu'on va essayer de circonscrire. C'est normal que sur le plan de la communication, la société générale en général du Sénégal bascule dans le numérique ou comme on l'appelle aujourd'hui le catch-catch. C'est tout à fait normal. On n'est plus dans le néolithique, on est dans le nucléaire. C'est normal que les choses changent, c'est normal que la parole se démocratise parce que les outils sont là, mais vous voyez que ce qui pose souvent problème, c'est la question de l'altérité ou de respect. Ce qui pose souvent au problème, c'est surtout l'identification des acteurs dans le développement ou dans la démocratie. D'ailleurs, on ne peut pas empêcher à un enseignant-chercheur de s'exprimer librement et d'analyser, par exemple, une décision de justice. Le juge fait son travail. L'enseignant-chercheur, il est payé pour réfléchir. Et peut-être même, ces sujets portent sur les délibérations là ou les décisions de justice. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est on ne peut pas interdire à des journalistes de réfléchir, de discuter de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Parce que le dénominateur commun de tous les citoyens, c'est des citoyens, surtout lorsqu'ils sont responsabilisés ou engagés, d'être responsables. Ce qu'on oublie dans ce pays-là, c'est que si nous continuons à ne pas défendre la presse et les journalistes, à renforcer leur statut et leur capacité, nous risquons encore et de façon très lointaine d'avoir des citoyens qui ne sont pas bien formés. Parce que la presse, dans la communication politique par exemple, ce qui est attendu du troisième levier des journalistes, c'est la formation de l'opinion publique. Et vous voyez, on a déjà fait des révisions de listes électorales. Je me demande quel est le rôle que la presse a joué dans l'information et la formation ou la communication. Il faut qu'on se batte ensemble. Ce pays-là nous appartient. L'image reluisante du Sénégal sera ce qu'on fera de cette image-là. La démocratie n'est pas à sens unique. Il faut qu'on relance le débat. Il faut qu'on pose le doigt sur les vraies questions. Parce que je crois que chez moi, comme je le pense, certaines questions, certaines orientations quotidiennes font hors sujet au pays. Vous voyez l'image du pays dans la question géopolitique. Vous voyez la diaspora aujourd'hui, les modou-modou, comment ils deviennent réactifs. Quelque part, comment ils deviennent agressifs. C'est parce que ce qu'ils pensent d'une société libre et démocratique, ils ne voient plus. C'est parce que même ces journalistes-là ont trop de problèmes dans ce pays. J'aurais aimé d'ailleurs que dans l'idée du dialogue, que la question du diaspora soit posée. Quel est l'investissement des gens de la diaspora? Où est passé l'argent immobilier de la diaspora? Donc, vous voyez, on ne s'amuse pas avec le dialogue. On définit les termes de référence, on cherche des compétences et en général, la première source de ces acteurs-là, on va vers les universitaires,
on théorise, on met les schémas, on va vers les journalistes, ils donnent leur position. Mais si on n'élargit pas, si on ne consulte pas les gens, on se réveille un beau matin, on parle de dialogue. J'ai dit, c'est une histoire de Lohengrin. La conclusion est déjà connue, tout sera faussé. Alors, vous avez fait un plaidoyer pour les journalistes, pour mes confrères, merci beaucoup. Mais il y a également mise en relation avec l'actualité deux professeurs de philo. Vos collègues en France qui sont suspendus par l'éducation nationale qui a sanctionné ces deux enseignants pour leur prise de position abondante, je cite, sur les réseaux sociaux. Un geste rare donc qui interroge... C'est pas rare. C'est pas rare. L'histoire des engagés, c'est toujours ça. Le dernier texte en date... Mais est-ce que cela se comprend pour un pays comme la France où la devise est liberté, égalité, fraternité? Vous savez... Aucune partie du monde, aucun pays n'est isolé de la connexion ou du système. On est à l'époque du retour du narcissisme des dirigeants. Le même virus les a contaminés eux tous. Ce qui n'est pas nouveau, c'est l'exclusion de ces philosophes-là. J'ai dit, Michel Onfray, l'un de ses derniers textes s'appelle Zéro de conduite. Un très beau texte où il fait son travail de chercheur, de penseur libre. Mais et heureusement pour eux, on dédramatise. Parce que l'histoire des philosophes, c'est l'histoire du bûcher. C'est le même sort des journalistes. On vous brûle, on vous emprisonne, on vous condamne à mort. Les sociétés s'humanisent. Mais j'ai dit, tout ça, c'est trahir la démocratie. Si la France veut tomber aussi bas que la poussière, il y a de quoi s'attendre sous nos tropiques là. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie de la démocratie. Il faut qu'on revienne à l'humain. Ce qui nous distingue, excuse-moi de l'expression d'air, des sauvages. Vous savez les sauvages? Vous savez les sauvages? Les guerres là que nous menons font pas ce qu'on appelle bêtes sauvages. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne au respect, ce qu'on a perdu. Il faut qu'on revienne à la fraternité. Il faut qu'on revienne à la hiérarchie. Si nous perdons ces fondements-là, il n'y aurait même pas de principe pour le dialogue. Et ce qui est essentiel, ce sont les équilibres du pouvoir. L'opposition sénégalaise doit être défendue par tous les Sénégalais. Si nous voulons être un pays fort, respecté dans le monde, si nous voulons être un pays compétitif, nous devons nous aider et nous soutenir. Nous devions défendre la démocratie. Et défendre la démocratie précisément dans ce pays-là, c'est défendre Ousmane Sonko. Franchement, c'est ma conviction. Défendre la démocratie, c'est faire de Ousmane Sonko l'un des candidats de l'opposition en 2024. Sinon, il n'y a pas lieu d'aller en élection en 2024. Parce que je ne verrai pas l'important ou l'enjeu fondamental. Dans une démocratie, et c'est la Constitution qui le dit, dans une démocratie, ce qui est important, ce n'est pas le tribunal. Là, c'est la Constitution qui le dit. Vous savez, la Constitution, il tient peu à la lettre du texte. La Constitution tient beaucoup à l'esprit du texte. Et dès le préambule, vous savez, la Constitution, ce qu'il dit. Attention, défendons l'unité nationale. Et d'ailleurs, on est en train de jouer avec le feu dans ce pays-là. Défendons l'unité nationale. C'est toujours les acteurs politiques. Oui, mais c'est ça. Défendons l'unité nationale. Défendons la démocratie moderne. Défendons la paix. Défendons surtout la construction de ce pays-là. Et pour la paix, pour la démocratie, pour la construction de ce pays-là, pour l'unité nationale, on a besoin de tous les Sénégalais. Même ceux qui sont pris par les non-éligibilités des articles L29. 9 et 30. Tu as fait un crime, tu as fait ceci. Même cela se rattrape 5 ans après. Ça veut dire qu'un sujet et un Sénégalais, c'est important. Il faut qu'on revienne à ce orthodoxie-là. Sinon, nous ne voulons pas rétropédaler. C'est ce jeu-là qui nous amènera au rétropédalage. Et que les journalistes, les premiers qui failliront, les premiers qui subiront les contre-coups, quand on élimine une opposition, c'est justement les journalistes. Vous allez vous taire bientôt. Ouais. Souhaitons que cela ne se passe pas. Souhaitons-le. C'est pourquoi j'ai dit, restons dédramatisons et restons positifs. Mais quand on perd l'opposition, on perd l'autre contre-pouvoir, le journalisme. Et en ce moment-là, ce n'est pas bon pour un pays. Restons solidaires et allons à l'essentiel. 21h02. Merci beaucoup, professeur. Merci Der, je vous remercie. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.